Très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous voici dans une nouvelle semaine avec une nouvelle émission avec nos invités sur ce plateau. Nous allons aujourd'hui, cette semaine, parler de nous, les journalistes togolais. Il vous souvient que le 14 octobre 2022, toute la presse privée togolaise a signé une convention collective qui régit désormais le secteur. Sur ce plateau, nous avons des invités pour en parler, pour décortiquer un peu ce document. À ma gauche, nous avons Isidore Akolor. Il est le président du patronat de la presse togolaise. Isidore, bonjour. Bonjour Isidore Kouanou et bonjour confrères ici présents. Merci de m'avoir invité pour ce débat. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, nous avons Alphonse Logo. Alphonse Logo, il est le conseiller au bureau du syndicat national des journalistes indépendants du Togo. Il est le porte-parole des employés lors des négociations pour la signature de la convention collective. Alphonse, bonjour. Bonjour Isidore. Bonjour Isidore. J'ai deux Isidore à ma gauche, donc permettez, ce n'est pas une tautologie. Donc bonjour à tous et c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau ici et de partager ce temps avec vous. Voilà. Merci, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons commencer tout de suite le débat en vous demandant, Alphonse, quand on parle de convention collective, quand on parle là, qu'est-ce qu'une convention collective? Bon, on ne va pas être dans le protocole, nous ne sommes pas dans une salle de classe, mais la convention collective, elle tire son naissance même dans les relations qui doivent exister entre les patrons d'un secteur et leurs employés. Le patronat de la presse, par exemple, dans son ensemble, s'entend avec les employés représentés par les syndicats pour convenir d'un cadre qui réglemente leurs relations. C'est en dehors du contrat de travail. Le contrat de travail sera fondé de manière légale sur la convention qui est en sorte ce que nous allons dire notre code pénal, quelque chose comme ça. Parce que dans ce document, vous avez toutes les règles qui lient l'emploi, qui est le journalisme, et qui lie le fonctionnement de nos rédactions, toutes les règles qui les règles définies par les législateurs, puisque désormais, quand nous avons signé, le document passe devant la justice pour être validé. Donc, toutes les règles définies pour nous permettre de vivre collégialement en travaillant dans l'harmonie. Donc, pour ne pas être donc dans une définition technique, tout ce que je peux dire, c'est ça. C'est un document qui définit le cadre de travail entre les employés et les journalistes patrons pour que désormais la collaboration puisse être saine. Voilà. Merci beaucoup. Isidore, c'est la même question. Oui, je dirais tout simplement que c'est le cadre légal qui régit le travail entre l'employé et l'employé dans un secteur donné. Aujourd'hui, on parle de la presse privée, donc c'est ça, cette relation qui va régir le cadre légal entre les journalistes et les patrons de presse que nous sommes. Voilà. Merci beaucoup. Je reste avec vous. Avec ce document, cette convention collective, qu'est-ce qui change au niveau du journaliste? Il n'y a pas grand-chose qui va changer, certainement. Des choses peuvent changer, mais la collaboration va demeurer. Sauf que maintenant, ce serait calqué sur des contrats, des deux formes de contrats. Hein. Il y a les CDI et les CDD. Contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Donc tout dépendra du contrat que vous allez signer avec votre partenaire et je crois que c'est ce qui va changer. Et avec des émoluments où s'il s'agit de CDD, contrat à durée déterminée, ou des salaires s'il s'agit de contrats à durée indéterminée. Voilà. Et Alphonse, avec cette convention collective, est-ce qu'on peut espérer un autre journaliste togolais dans le privé dans ce document? Moi, c'est tout ce que j'espère. Hein. C'est tout ce que j'espère personnellement parce que on a vivoté pendant longtemps et des gens pensent que quand on a dit signature de convention collective,
peut-être tout de suite c'est de l'argent qui va rentrer dans la poche. C'est peut-être on devient riche du coup. Et les patrons aussi pensent que tout de suite ils deviendront pauvres parce qu'ils vont devoir sortir plus d'argent. Mais c'est tout un ensemble de choses qui doivent marcher ensemble désormais. Un autre journalisme parce que désormais un journaliste qui travaille à l'autre journal, par exemple dans la réalisation de cette émission, ne peut plus se permettre par exemple de faire autre chose que ce que le règlement intérieur de son organe lui demande. Je donne un exemple simple. Il y a dans certaines rédactions, vous constatez que des journalistes qui se lèvent, qui vont sur des lieux de reportage sans être envoyés par leur organe, par exemple. Parce que les conditions étant, on leur permet de se promener et d'avoir des informations et de venir les proposer à la rédaction. Alors que c'est le contraire qui doit être fait. C'est-à-dire que la rédaction définit les sujets et on t'envoie maintenant les couvrir. Si tu penses que sur cet événement, tu peux trouver un expert sur place là-bas et interviewer pour faire ton article qui ne porte pas forcément sur cette activité, tu t'y rends, tu n'attends rien des organisateurs, tu fais ton travail et tu t'en vas. À moins que, comme beaucoup de patrons le demandent depuis un certain temps, si cet événement il vous est demandé de rapporter son contenu ou tout ce qui s'y passe dans votre organe, vous définirez les conditions, vous poserez vos conditions. Si c'est payé, vous ferez un article que nous appelons public reportage dessus. Donc, l'autre journaliste qu'on veut avoir à partir de cet instant où on a signé la convention collective, c'est un journaliste respecté. Un journaliste qui se respecte, un journaliste qui sait faire son travail, et qui attend à la fin de ce travail un salaire. Encore que ce salaire, on souhaiterait que ce soit encore plus intéressant, mais ce que nous avons réussi à avoir maintenant, c'est ce qui peut être, ce qui améliorera en tout cas les conditions. Et celui qui était payé à 100 francs, s'il peut se retrouver lorsque les conditions sont respectées à 250, c'est-à-dire sa qualité de vie va changer. Ça aussi c'est un plus. Alors si il sait que désormais il doit rendre 5 articles de fond, il se met au travail pour rendre les 5 articles de fond que son patron attend de lui. Alors voilà, c'est des objectifs, c'est aussi de l'engagement, et à la fin du travail on attend quelque chose en retour, que la poche soit remplie pour qu'on puisse vivre. Voilà tout ce que moi je vois et qui va être du nouveau. Rien de fondamentalement différent de la manière de travailler, mais le fond va changer. Le fond va changer. Et oui, Isidore, vous êtes le président du patronat de la presse togolaise. Aujourd'hui, cette convention, sur ce document, il y a beaucoup de choses dont on parle dans ce document. De quels moyens disposez-vous aujourd'hui pour mettre en application ou bien respecter le tel document? Oui, avant de répondre à cette question, permettez que je puisse rebondir sur la question posée à Alphonse. Oui, lors de la conférence de rédaction, à ce que je sache, le journaliste peut proposer des sujets. Il faut faire la distinction entre les sujets proposés et les couvertures médiatiques. Je pense qu'il s'est plus axé sur les couvertures médiatiques d'événements et que les journalistes écument. Partout où ils reviennent avec des sujets, parfois ils remportent des sous sans même déclarer ça au patron de presse. Je crois que c'est de ça qu'ils voulaient parler. Mais quand on fait une conférence de rédaction, il y a des sujets que le journaliste peut proposer et c'est cette distinction que je voulais faire et relever. Donc, beaucoup de choses vont changer et aucun journaliste ira sur un lieu de reportage et venir faire un reportage déguisé et dire à son patron que bon, j'étais allé patati patata et autres là, il empoche l'argent. Ça c'est une réalité parce que fondamentalement il y a un contrat entre
le journaliste et son patron. Et c'est des échéances qu'il faut respecter. Donc le salaire doit être payé. Et plus question de venir dire que, le directeur, vous savez, je voulais passer cette annonce parce que c'est ma grande soeur, c'est parce que c'est ma tante et autres choses là. Donc beaucoup de choses vont changer. Et il va falloir... Non, je pense que c'est un défi que nous tous nous devons relever pour assainir le milieu. Et dorénavant, on ne va plus appeler un organe de presse et lui dire que bon, envoyez-moi un journaliste et qu'on lui paie à 5 000 francs et après on demande mais j'ai pas vu l'article dans votre journal, vous n'avez pas passé ça. Non, tout cela, ça va changer. Et c'est de commun accord et que de façon collégiale que nous devons travailler pour que on puisse avoir des éléments et des ressources pour pouvoir honorer les engagements. Parce que avant tout, quand vous prenez une conscience collective, ce sont des engagements, des obligations du patron qu'il doit honorer. Mais sans les ressources, comment il va le faire? Donc c'est là où le défi que nous devons tous relever. Maintenant, si vous permettez, voilà, je vais embrayer bien sûr. Parce qu'on va trouver les ressources. On va trouver les ressources d'abord dans l'environnement socio-économique dans lequel nous évoluons. Et quand vous voyez, post-Covid, même l'environnement socio-économique dans lequel végète la presse togolaise, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Et post-Covid, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se disent, mais comment les patrons ont pu accepter aller signer une convention dans ces conditions? Ce serait de la folie. Donc, mais nous disons que c'est de la folie et il faut avoir une dose d'audace pour faire la folie, et c'est les fous qui font évoluer les nations. Donc, moi je me dis que non, nous allons, tant que le milieu, l'environnement socio-économique le permet, mais nous allons évoluer. Si vous prenez le cas du Sénégal, les gens ont évolué. Mais si vous prenez par contre le cas du Bénin, où depuis 2006, ils ont signé une convention collective qui n'a jamais été d'application. Donc, c'est l'environnement socio-économique qui détermine l'application ou non de cette convention collective. Qu'à cela ne tienne, nous voulons y aller. Parce que, si je prends mon cas, depuis 1996 jusqu'à 2005, j'ai travaillé dans des organes sans avoir un rond. Sans avoir un rond. Parce que nous étions motivés par la passion de faire le travail. Et c'est ça qui nous a donné même la force. Parce que le journalisme, c'est avant tout un métier de passion. Et si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas le faire. N'attendez pas que vous venez au journalisme pour s'enrichir ou pour avoir un salaire. Ce n'est pas la fonction publique. Donc, et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'ouverture même. Et même moi, je me dis, si nous n'y prenons garde, cette convention collective risque d'embrigader les journalistes qui auront d'autres opportunités ailleurs, mais seront embrigadés par la convention collective. Donc, c'est des défis que nous allons tous explorer et pour qu'il y ait plus de largesse. Maintenant, comment allons-nous trouver les moyens? Les moyens, c'est par les publicités. Et quand on parle de couverture médiatique, ce n'est pas grand-chose. Et surtout, respecter la grille que nous nous sommes tous donnée, les grilles publicitaires et autres. Parce que les médias ne vivent que de la publicité et des annonces. Je ne sais combien d'annonces vous arrivez à recevoir pour honorer, comment dirais-je, les frais d'électricité, d'eau et autres là. Donc, sous d'autres yeux, la presse ne vit que des publicités et des annonces. Sans cela, la presse est morte-née. Donc, vivement que l'environnement économique puisse permettre à ce qu'il y ait une éclosion d'une presse togolaise privée responsable qui a les moyens pour pouvoir payer et honorer ses engagements. Mais on parle aussi d'une main tendue que vous faites à l'endroit du gouvernement qui devait
vous soutenir? Il y a des doléances à son endroit? Main tendue, non. Peut-être des mesures d'accompagnement. C'est ce que nous disons. Voilà. Des mesures d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, on a brandi la convention collective comme étant une émanation des états généraux de la presse privée à Palimé. Et l'une des recommandations, au rang desquelles aussi se trouve l'augmentation de l'aide d'État à la presse à 800 millions. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Mais personne n'en parle. Si aujourd'hui l'aide de l'État à la presse est à 150 millions, imaginez comment on peut s'en sortir. Et quand sous d'autres cieux, les gens sont à plus d'1 milliard. Les gens sont à plus d'1 milliard. Mais on va nous dire que bon, nous sommes une entreprise avant tout, une entreprise privée, mais les gens oublient que nous ne sommes pas dans la vente de la quincaillerie, ni des boîtes de conserve, avec une marge déterminée et à l'avance pour avoir des bénéfices. Donc nous sommes certes dans le privé, mais nous faisons un travail d'utilité publique. C'est en cela que quand vous voyez le code de la presse, et l'État consent des avantages économiques, notamment l'aide de l'État à la presse. Et la nouveauté, c'est quoi? C'est qu'il y a un fonds d'aide, ou plutôt Fonds d'aide à la presse. Fonds d'aide à la presse, et j'oublie un peu le terme, et de perfectionnement et autres de la presse. Ça, c'est différent de l'aide de l'État à la presse. Et voilà, c'est ce truc-là que, bon, si le gouvernement ou l'État a jugé bon de mettre un fonds de soutien de développement à la presse privée, mais qu'on puisse mettre en application au même moment que nous avons signé cette convention collective. Mais je ne vais pas lever le voile sur certaines choses. Vous aurez appris que moi, je n'ai pas signé cette convention le 14. Et pourquoi? Mais pour la simple raison que j'ai senti que l'État se désengage. Le ministère du tutelle se désengage. Parce que, en principe, c'est le ministère de tutelle qui nous a associés, qui a facilité les négociations et qui devait nous accompagner à négocier ces mesures d'accompagnement dont nous parlons, notamment l'augmentation de l'aide d'État à la presse et l'activation du fonds de soutien du développement de la presse privée togolaise et au-delà, la mise en application de la grille de tarifaire pour les publicités. Et vous savez, au Togo, mais les gens n'ont... quand vous allez voir, dans la communication institutionnelle n'a aucun prix. Les ministères, même y compris même la présidence, on vous appelle, venez couvrir tel événement, mais il n'y a rien en retour. La communication institutionnelle a un prix, a un coût. Donc voilà autant de choses que nous voulons avoir pour nous permettre d'avoir un peu d'énergie et un peu de santé financière pour pouvoir honorer les engagements. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces développements, Isidore Akola. Et Alphonse, maintenant... Vous permettez quand même que je voudrais dire... placer un mot d'abord. Oui, deux ou trois mots sur... ce que l'aîné a développé. D'abord, il a parlé du Bénin, où la convention collective a été signée depuis longtemps. J'entends dire qu'elle n'est pas d'application, mais ce n'est pas le cas, parce qu'on ne peut pas dire que la convention n'est pas d'application. Tout relève toujours de l'accord intervenu entre un employé et un patron quand il s'engage dans un contrat de travail. Mais c'est la convention collective qui est signée, qui sert de base aux discussions. Maintenant, si entre nous nous entendons sur autre chose, ça ne veut pas dire que la convention n'est pas appliquée. Si je désire vraiment travailler pour l'autre journal et que j'accepte les conditions de l'autre journal avec les prévisions à la hausse qui m'ont été promis dans le cadre de la négociation de mon salaire, ça ne veut pas dire que la convention n'est pas d'application. Il faut également préciser qu'au Bénin, effectivement, il y a,
je ne le dis pas pour les chahuter, il y a beaucoup d'argent qui circule dans les médias. Et facilement. J'ai couvert plusieurs élections là et je sais ce que je dis. Peut-être que ça ne se passe pas ici comme ça. Peut-être que chaque patronat, chaque organisation ou chaque média doit peut-être s'organiser mieux pour aller négocier les marchés. Il faut que, pour que étant donné que l'aîné parlait de comment mobiliser les moyens, peut-être qu'il faut les noter sous forme de suggestions. Parce que nos structures, nos médias ne sont pas assez organisés pour que les parties commerciales aillent démarcher effectivement les marchés pour les médias. J'ai l'impression que nous sommes dans une stratégie qui nous demande d'être là au bureau et attendre que ceux qui ont besoin de nous viennent nous voir. Les annonceurs, oui, ils viendront parce qu'ils ont besoin. C'est quand seulement ils ont besoin de nous. Mais nous avons tellement de services à leur proposer. Et il faut que nous, on aille leur proposer nos champs. Il faut que nous allions leur proposer notre capacité. Un média en ligne qui se lit à coup de 10 000 clics par jour a des statistiques pour aller proposer ses services à quelqu'un qui est dans son bureau, qui ne pensait même pas communiquer sur son journal. Mais quand il va présenter ces statistiques à une structure, une banque ou une organisation qui a envie de communiquer mais peut-être hésite, je pense que cette structure gagnera ce marché. Donc il faut une meilleure organisation de nos médias avec des compartiments ou des départements bien structurés qui permettent à nos patrons de rester tranquilles dans leur bureau, mais de voir l'argent venir à eux et de laisser cet argent faire tourner leurs médias à leur avantage. Aujourd'hui, la plupart de nos patrons sont encore là à courir pour aller chercher eux-mêmes les marchés. Ce n'est pas leur job. On attend de la presse, des journalistes eux-mêmes du travail où des fois on dit que l'argent ne vient pas, que faites venir l'argent. Ce n'est pas mon travail de faire venir l'argent dans mon organe. Mon travail, c'est d'être productif pour l'organe. Et ma manière d'être productif, c'est, je le disais, si mon patron me demande 5 articles de fond, que je le fasse bien, et c'est ma meilleure manière d'attirer des lecteurs. Et quand on a plus de lecteurs, les annonceurs viennent. On dira, ce journal, vous voyez, dès qu'on met l'autre journal en ligne, en 1 heure, c'est 5 millions de clics. Et là, vous nous restez là, mais vous voyez les gens venir vers vous. Voilà, ça c'est une parenthèse que je voulais ouvrir et fermer sur ce que l'aîné a dit. L'autre côté, je sais que l'aîné a toujours ses explications par rapport au fait qu'il n'a pas signé. Le jour-là, je n'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. Parce que moi, j'étais en train de parapher. J'aurais pu, si j'étais à côté, lui donner mon point de vue sur sa position. Il a raison, en tant que patron, d'avoir des appréhensions quand il voit venir, parce qu'il il est là pour une organisation. Et moi, je lui aurais dit que non, écoutez, nous sommes en train de parler de convention collective. Ce n'est pas un accord de bureau. Ce n'est pas un accord entre le ministère de la Communication et les médias. C'est un accord entre les patrons des médias privés et les employés des médias privés. Alors, cet accord n'est validé que par un seul ministère, c'est le ministère du Travail. Le ministère de la Communication, effectivement, nous a accompagnés, a créé le cadre, mais n'a même pas besoin de signer ce document avec nous. N'a même pas besoin de figurer parmi les signataires. Vous voyez? Je dis n'a même pas besoin. Mais a l'obligation, après signature, d'accompagner sa mise en œuvre. Et dans sa mise en œuvre, le ministère, effectivement, comme le discours du ministre même le dit, jouera sa partition. Et je crois que c'est ce que j'aurais pu dire. Et d'ailleurs, ce sont des partenaires sociaux qui signent une convention collective. C'était ce que moi je croyais, j'avais sur le sujet. Et bon, heureusement que, en tout cas, l'aîné et le ministère et les autres se sont entendus après. Je ne sais pas quelle explication ils se sont données, mais il a accepté de signer pour l'avenir et pour la corporation. Vous permettez que je puisse rebondir sur cet aspect. J'ai à ma possession la convention collective du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.
Et comme il le dit, le ministère de tutelle n'a jamais figuré là-dessus. Mais quand cela ne tient, aujourd'hui, on met le ministère de tutelle. Pour quelle raison? C'est là où moi j'ai des appréhensions. Si le ministre ne devrait pas se figurer, qu'on ne mette pas le nom du ministère. Et que il était question, vous saviez que dans nos discussions, là, le ministre, lui, il s'est fait représenter par un conseiller. Le conseiller étant là jusqu'à la fin, on a mis son nom. Je serais d'accord qu'on puisse dire, bon, le ministère c'est mieux qu'ailleurs, on ne mette même pas le nom du ministère ou même le ministère, parce que ça se passe entre nous, la direction du travail et le ministère du travail, effectivement. Mais le débat là n'avait pas été fait effectivement pendant les discussions, parce qu'il y avait quand même à la fin du document que nous avons étudié, la liste des organisations. Il ne me semble pas avoir lu que le ministère de la Communication avait été signalé. Donc pour moi, ce n'était pas en fait un problème. Mais ce qu'il pose comme problème est que moi, je ne suis pas contre ce que Isidore dit. Mais je dis simplement que le conseiller du ministre étant témoin, il signe parce c'est lui qui est témoin des discussions. Est-ce qu'il continuera pas à être dans le cadre, dans le comité qui va faire le suivi? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, là, parce que lui, il est employé, il continuera pas à être dans le comité pas forcément. de suivi. Il n'a pas. Excusez-moi de le dire. Il n'est pas un employé du ministère. C'est un contrat, un CDD. C'est un contrat à durée déterminée. Il n'est pas un agent de la fonction publique. En lieu et place, moi, j'aurais souhaité que ce soit le secrétaire général. Si vraiment le nom du ministère devait figurer, c'est tout ce que moi je dis. Mais que le ministre ne signe pas, ce n'est pas un problème. Que quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée, qui peut quitter du jour au lendemain, mais quelle valeur nous donnons à cette convention? C'est tout mon problème. Mais Isidore, monsieur ne sera plus président du PPT. Celui qui sera président, il continuera. Oui, quand même l'histoire retiendra que quand j'avais signé au nom du PPT en tant que président, et ça va engager l'organisation. Mais celui qui va signer n'est pas un fonctionnaire d'État. Il n'a pas d'immatriculation. Bon, c'est ça le. C'est confrère. Non, c'est ça. Ce débat, je crois que c'est le vrai que le ministre m'a appelé et j'étais allé. C'est le 14 qu'on avait signé. Après, bon, je crois que ça doit être le 20 octobre. Et il m'a expliqué que bon, voilà, tout est fait prêt pour nous accompagner. Mais si le PPT ne signait pas, donc tout serait à l'eau. Donc je ne devais pas porter cette responsabilité. Et c'était devant le directeur des lois sociales qui avait présidé les discussions. Et je lui ai dit que bon, je vous prends à témoin. Au cas où le gouvernement se désengageait, je reviendrai à la charge pour les mesures d'accompagnement. Je fais remarquer que le directeur, qu'on nous dise que bon, paralyse des formes, et le conseiller en communication du ministre qui a suivi de bout en bout les travaux, au même titre que le directeur des lois sociales qui a présidé, mais lui n'a pas signé. Pourquoi il n'a pas signé au nom du ministère de la fonction publique et ce soit le directeur du travail qui est signé? Parce que, bon, moi je veux... Peut-être que le débat là, ça va allonger, mais je sais que ce que vous dites a toute sa raison d'être, mais le directeur, celui qui a conduit les travaux avec nous, représentait le ministère. Non, il représentait le directeur du travail. Et la place du ministre aussi était là. Parce que quand on finit de signer, le directeur signe. Maintenant, le document passe sur la table du ministre. Son ministre de tutelle. Des formes, moi, j'aurais souhaité que bon, ce soit le directeur de la société qui est là, je n'aurais pas de problème. D'accord, mais si vous avez reçu, c'est tout à notre avantage. Si vous avez reçu
pendant les discussions avec le ministre des garanties nécessaires pour que vous signiez et que nous puissions avancer. Moi, c'est tout ce que moi, voilà, c'est une bonne chose. C'est ce que souhaitent les journalistes employés. Nous voulons que les choses changent. Je suis d'accord que vous avez déposé une liste de doléances ou d'accompagnement souhaité de la part du gouvernement, parce que si ça se passe bien avec vous, nous espérons, nous, au niveau des syndicats, que ça se passe bien aussi dans les rédactions, que ça se passe mieux dans les rédactions. C'est tout ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que vous qui nous suivez, quand vous envoyez vos enfants faire du journalisme, vous ne soyez plus là à leur donner de l'argent pour s'occuper de leur quotidien. C'est pas ça. On dit le journalisme ne paye pas. On dit que au Togo ou en Afrique, quand tu fais du journalisme, tu ne peux pas vivre mieux. Mais on peut vivre mieux et bien du journalisme. Il suffit que notre métier se fasse respecter et impose des règles. C'est tout. Vous savez, aujourd'hui, les choses ont été du fait que chacun commence par croire que c'est quand on est directeur qu'on a un peu d'argent. Donc tout le monde veut devenir directeur. Et tout le monde presque est devenu directeur. C'est à dessein, vous entendez tout le monde s'appeler DP par ici. Mais surtout avec l'avènement de la presse en ligne. Non, et ça aussi c'est une erreur. Ce n'est pas quand on crée une presse en ligne qu'on devient directeur. Parce que c'est conseillé même pour tous les journalistes d'avoir comment on appelle ça, des sites web ou si vous voulez des blogs. Je ne veux même pas encore parler d'organes à extension, parce que l'organe, demain Isidore peut décider de ne plus gérer son organe, l'organe va demeurer, d'autres vont gérer, mais en tant que journaliste, quand il est là, il peut mettre ses réflexions en ligne sur sa page. Attention. Non, là, en tant que journaliste, parce que vous êtes toujours journaliste. Oui, attention. Mais le code de la presse, hein. C'est ça, non, c'est-à-dire que... Non, c'est ça, c'est là que... C'est là que non, mais c'est là que ce que j'ai dit, mais c'est fondamental. Ce débat-là, on peut le continuer. Quand j'écris des articles, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais plus des articles pour les médias qui sont mieux sollicités de l'extérieur, je peux remettre ces articles sur un site qui me soit personnel. Et avec un autre angle même. Je peux même changer l'angle. Oui. Je peux publier en mettant la source parce que c'est le premier organe de publication. Oui, je peux remettre. Parce que c'est pour ça qu'il faut sourcer les informations. Si je fais publier un article dans Alternative ou dans Actu Express, ça ne veut pas dire que l'article appartient à Actu Express. J'ai toujours le droit d'auteur sur l'article. Mais l'article doit être publié prioritairement par l'organe qui l'a commandé. Et après, si je veux, je peux remettre ça. Je ne vais pas vendre à nouveau peut-être cet article. C'est toute la différence. D'accord? Donc, il faut arrêter ça, ce qui se passe à Lomé, là, où tout le monde crée un site et puis il s'appelle directeur. Non, c'est pas ça. Un directeur, ça demande des... C'est pour ça même aujourd'hui que mes aînés patrons de presse ont des inquiétudes, ont peur, parce que désormais, quand tu t'appelles directeur, il y a beaucoup de charges derrière. Oui, parce que tu t'appelles directeur, à partir du... Ce n'est pas quand tu vas au CFE pour déclarer quelque chose que tu deviens directeur, parce que tu crées une entreprise personnelle ou, comment vous appelez ça, un établissement où tu es en même temps le premier employé et le directeur ou le gérant, mais ce n'est pas la même chose. Donc petit à petit, l'assainissement là aussi va arriver. Tout le monde va à la HAC pour recevoir un récépissé pour sa presse en ligne et puis on croit que, bon, on est directeur. Ça aussi, je crois que dans l'application de la convention collective, les choses vont se régulariser, normaliser. Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas respecté les règles pour être un patron de presse. Vous allez voir que, bon, beaucoup de patrons même vont chercher plutôt à devenir des employés parce qu'ils seront mieux payés. Voilà. Oui, au fait, ce qu'il dit est réel, et puisque bientôt, le 6 janvier prochain, le code de la presse serait en vigueur, et on demande de muter vers une entreprise de presse. Donc, c'est ce qu'il dit. Je voulais ajouter quelque chose aussi à ce débat. Il disait tantôt que, bon, certes, on peut avoir une cellule de marketing et de publicité et autres là pour faire des sous-traitances, mais je préfère qu'on s'inspire des exemples qui marchent en Afrique. Le cas du Sénégal, que j'explore aujourd'hui pour voir comment on peut mettre ça en application. Mais si aujourd'hui le Sénégal est le pays où
la convention collective est mise en application et les journalistes ne se plaignent pas. Les patrons, quand vous allez au Sénégal, quand on dit que des directeurs de publication, que vous entrez, mais c'est toute une industrie. Ce n'est pas ce que nous vivons au Togo, et dans une mesure au Bénin. Même en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui a facilité ça? C'est la mise en place d'une régie de publicité qui permet que tout ce qui est publicité, média, c'est la régie là qui gère ça, de commun accord. Et bon, ça permet même d'avoir une ligne éditoriale libre, de faire ton travail. Par rapport à ton audimat, on sait que bon, comme il est sur Click, il y a 1 million d'abonnés sur ton Click. Et tu tires à 10 000 exemplaires. Et si tu veux faire de la publicité, quand la régie va... Bon, on donne par rapport au poids de ton organe. Et ce qui fait que nous ne sommes plus, ils ne sont plus dans cette clochardisation que nous vivons au Togo, où les journalistes courent, où les patrons de presse courent après les organisateurs. Oui, c'est les organisateurs qui fixent le prix de sa publicité ou autre là. Ou même on vous donne ce marché parce que vous êtes proche de tel ou tel. Ou donc, voilà, vous soutenez tel parti politique. C'est des réflexions que moi je suis en train de mener. Vivement qu'on puisse y aller, créer une régie publicitaire pour pouvoir répartir. On nous fait comprendre qu'au Togo, le marché de la publicité est évalué à 12 milliards là. Mais ces 12 milliards passent par où? Voilà. Si nous arrivons à mettre sur pied une régie publicitaire, je sais que bon, quand on parle de communication, il y a communication média, communication hors média. On va faire la part des choses et traiter directement avec les directeurs commerciaux, les chargés de communication des entreprises, et que cette régie puisse réglementer le dispatching des publicités. C'est ce qui se passe au Sénégal et ça marche. Donc le patron de presse n'a pas à courir après telle chose et se s'aborder par moment ou dévier de sa ligne éditoriale pour quelque raison que ce soit. Voilà. Merci beaucoup Isidore. Je rappelle aux fidèles de l'autre journal que nous sommes en train de parler de la convention collective dans le secteur du journalisme privé, document signé le 14 octobre 2022. Je suis avec Alphonse Logo et Isidore Akolo sur ce plateau. Alphonse, voilà, nous allons parler maintenant des grands axes du contenu même de ce document. Quels sont les grands axes que nous pouvons retenir de ce document, la convention collective des journalistes du privé? C'est ce qui fait peur plus au patron. Vous savez, le document, c'est seulement 34 ou 36 pages avec 104 ou 106 articles. Mais bon, c'est la partie annexe que tout le monde va lire. Parce que il y a 4 annexes qui sont prévues où on a mis les salaires avec la grille salariale qui montre en fonction de votre niveau d'études, d'ancienneté, ainsi de suite, comment vous évoluez échelon par échelon pour envisager un jour aller à la retraite. Parce que ça n'existait pas. Les aînés ont travaillé et ceux qui ont travaillé surtout dans le privé, quand tu finis un jour fatigué, tu n'as rien qui te protège jusqu'à ta mort. Ça se voit lamentablement, mais c'est ce qui est et c'est ce qui a toujours existé. Désormais, on voit un peu que le document prévoit dans l'évolution et dans l'échelon que vous grandissez en salaire et en expérience jusqu'à la fin de votre carrière. Vous êtes déclaré à la Caisse de sécurité sociale, vous êtes protégé et à la fin, vous gagnez au moins quelque chose à la fin comme étant... ça on l'appelle plus salaire, je crois. Comment pension, oui, pension la pension de retraite. Vous êtes à la retraite, vous recevez
quelque chose et c'est fonction de ce que vous avez cotisé. Et là aussi, peut-être que c'est une bataille que notre syndicat ou nos syndicats doivent faire à l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de patrons qui négocient les parts de salaire déclarées pour qu'on ne paye pas beaucoup de cotisations. Et les employés ne savent pas que c'est en leur désavantage. Parce que si on paye moins de cotisations pour vous, quand vous serez à la retraite, en ce moment où la vie sera de plus en plus chère, si vous l'acceptez et qu'on paye moins pour vous, parce qu'on paye, on va dire, le salaire de base est à tel, parce qu'on diminue pour vous payer le reste sous forme de primes. Les primes, là, vous les utilisez aujourd'hui. Il n'y a pas de part qui soit déposée pour vous, pour votre vieux jour. Donc, demain, vous serez payé, vous serez sous-payé en termes de pension. Vous ne pourrez pas vivre au rythme de la vie quand vous serez à la retraite. Donc, il faut refuser. Refuser dès à présent ces négociations qui font qu'on va payer autre chose à la caisse, parce que certainement on pense qu'on donne trop à la caisse. La caisse protège mieux que quand l'argent reste dans la poche du patron. Quand tu seras à la retraite, ce ne sera plus cet argent qui viendra pour toi. Mais c'est mieux de déposer à la caisse et tu auras ta part pendant que tu seras à la retraite. Donc, il y a ces éléments qui sont prévus dans le document. Et ce qu'il n'y en avait pas et qui est également prévu maintenant dans ce document, ce sont des primes et des indemnités. Il y en a plein qui ont été prévus, mais qui ne sont pas automatiques aussi. Il y en a qui sont automatiques et en fonction du travail que vous faites. Un journaliste qui fait de l'investigation, c'est qu'il prend des risques. Il y a une part d'indemnité ou de prime qui est prévue et qui doit être négociée par l'employé pendant son contrat ou pendant qu'il travaille. Il y a les primes qui sont discutées dans le cadre du règlement intérieur de l'entreprise, le personnel qui doivent... C'est pour ça que le dialogue qui a commencé doit continuer, parce que c'est ce qui va continuer. On a signé, la mise en œuvre ne doit pas nous diviser patron et employé. Parce que si ça nous divise, ça va se répercuter dans les rédactions et il n'y aura pas d'entente, parce que là, maintenant, à la fin de la convention collective, le document de la convention prévoit que dans les rédactions, on discute un règlement intérieur qui définit les conditions, la manière dont le patron voudrait que son entreprise fonctionne. Vous vous entendez dessus avec lui. C'est pas nous qui l'imposons, mais on discute avec le patron ce qui est bien. Il dit c'est ce que je veux, comment on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça marche, et on définit cela, on valide, on fait valider par les inspecteurs. Et ceux qui n'ont pas de contrat, on redéfinit un contrat pour eux, le contrat validé par les inspecteurs, et on repart sur de bonnes bases. Donc voilà, tout ce qui est nouveau et que la Convention prévoit, article par article, en redéfinissant même ce qu'on appelle journaliste, se basant sur le nouveau code de la presse qui entre en vigueur. Voilà. Merci beaucoup. Et vous avez peur? Non, pas du tout. D'après ce qu'on a envie de définir. Puisqu'au début de son intervention, il disait que c'est ce qui vous faisait peur. Non, c'est l'environnement qui fait peur. C'est tout. Je l'ai dit dans l'entame de cette discussion. Et les grandes lignes, moi j'ai relevé 6 titres de la Convention. Bon, il y a les dispositions générales, et les exercices du droit syndical et représentation du personnel. Parce que quand dans une entreprise, vous avez plus de 10 personnes, il devait avoir un délégué personnel, du personnel. Donc, des choses comme ça. Bon, c'est maintenant que le travail même commence. La signature n'est rien. Maintenant que commence le travail de sensibilisation des organes de presse, enfin, des organisations de presse vis-à-vis de leurs membres, y compris même des syndicats, vis-à-vis des journalistes. Et le troisième titre, c'est le contrat de travail. Et ce qui était retenu, c'est le CDI, contrat à durée indéterminée. Donc là, vous avez un salaire en fonction de votre décret. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec le code de la presse, nul n'est journaliste s'il n'a pas la licence. Et si vous avez la licence, vous savez combien vous êtes payé? 164 000. Voilà, 164 000. Mais c'est ça. Et quand on parle de la grille salariale, ça, bon, ce qu'on avait arrêté, c'est, si je ne m'abuse, c'est 36 000 à 216 000. C'est ça la fourchette auquel les gens doivent s'attendre. Donc, au-delà du contrat de travail, qui peut être, et bon, il y a la période d'essai de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois renouvelables et autres. Donc, c'est maintenant, après,
qu'on appelle-t-on, l'enregistrement de la convention, on va nous les restituer. Bon, lui, peut-être c'est lui qui va s'occuper de vous. Moi, j'attends notre porte-parole, il va nous les donner pour qu'on puisse sensibiliser nos membres. C'est maintenant que le gros du boulot commence. Pour qu'on puisse s'entendre sur les modalités d'application de cette convention collective. Et au nombre de conventions, il y a les périodes d'essai, il y a les modifications, les suspensions et les ruptures de contrat. Si le journaliste ou l'employé ne respecte pas les normes, bon, il est licencié. Il est licencié. Et au nombre des grandes lignes, il y a aussi les conditions de travail. Et c'est là où même ça risque d'avoir de sérieux problèmes. Je l'avais évoqué dans nos discussions. Mais les 40 jours, les 40 heures par semaine, mais on ne peut pas les appliquer dans nos rédactions. On ne peut pas les appliquer dans nos rédactions. Imaginez une... Non, cette question est déjà réglée dans la convention. Oui. Nous vous l'avons concédé. Nous l'avons compris. Parce que si vous dites... Parce que quand vous dites que... Non, je permets que je termine. Oui, mais commencez pas à dire que nous vous l'avons concédé. Nous vous avons accordé jusqu'à plus de 50 heures pour dire que c'est à partir de tel moment que nous réclamerons, par exemple, des heures sup. Par exemple, si dans la rédaction, dès le début, nous avons, la convention même a commencé à un niveau comme ça, que au-delà de 40 heures, nous continuerons pas à travailler. Et nous avons dit, mais quand ça dépasse 56 heures... Non, ça c'est considéré comme un supplémentaire. Non, à partir de 56 heures, seulement que nous considérerons là que... Où moi, le hic se trouve, permets que je te le dise, les travails de nuit est considéré dans la convention comme travail de nuit, et ceux qui travaillent de 22h à 5h du matin. Mais vous savez comment nos organes fonctionnent? Oui, on peut s'organiser autrement. Le bouclage n'est plus... Je ne parle pas forcément du bouclage. Mais vous prenez une radio qui tourne 24 heures sur 24. Et vous prenez un technicien. Comme vous explorez le Sénégal, vérifiez chaque rédaction, on a 24 heures dans une journée. Oui. La durée d'heures de travail par jour, c'est 8 heures. Évidemment. Donc, si vous voulez, vous pensez que vous devez travailler. Si, par exemple, votre rédaction, vous pensez que le travail doit se faire de nuit, alors vous devez veiller à avoir des équipes qui tournent. Voilà. C'est normal, c'est ça qu'il dit, parce que ça risque de peser plus en termes de charges salariales. Et c'est à chacun de s'organiser en fonction. Monsieur Isidore, si votre journal n'a pas les moyens de faire travailler la nuit, je pense qu'on peut toujours faire ce qu'on fait faire la nuit, le jour, et avoir une équipe de veille. Qui continue, parce que il y a des choses qui peuvent changer au journal de 20 heures, c'est ce que nous faisons au journal de 20 heures, il faut suivre qu'est-ce qui va changer, si quelque chose change en fonction de ce que je prévois pour l'apparition de demain, comment je fais avant d'activer l'imprimerie, tirez-moi tout ce que je dois... Monsieur Convention collective. Non, moi je prends le cas de... Moi je suis dans la presse écrite, je parle des radios, où il y a des rotations. Donc, quelqu'un qui, à première lecture, dit que bon, le travail de nuit, c'est de 22h à 6h du matin. Donc, il va vous l'appliquer. Donc, c'est tout ce que je dis, c'est des choses, des négociations qu'il faut faire entre les gens pour dire que bon, si dans la semaine, tu travailles de 22h à 5h du matin en tant que technicien de radio, ça arrive souvent au niveau des radios et des télés qui travaillent 24h sur 24. Voilà, j'ai eu à travailler dans des radios. Exactement. Je sais comment ça se passe. Donc, il ne faudrait pas que ça crée des frustrations ou des discussions. Si vous n'avez pas bouclé les 40 heures, on ne peut pas vous comptabiliser ça comme travail de nuit. Non, ce n'est pas comme ça se fait. C'est une lecture. Peut-être que pendant les sensibilisations, d'autres experts viendront nous expliquer. Ce que vous ne comprenez pas, on vous l'expliquera. Ce n'est pas ça qu'on appelle travail de nuit. Même si, par exemple, dans cette journée, je suis programmé du soir, parce que dans certaines structures, des gens peuvent être programmés pour la journée, d'autres programmés pour le soir, ainsi de suite. Je prends l'exemple des RFI. Il y a plusieurs rédacteurs en chef. Chaque horaire avait son rédacteur en chef. Vous prenez la relève à chaque fois. L'équipe qui tourne, l'équipe qui est de nuit, travaille de nuit. N'est pas la semaine prochaine la même équipe de nuit. Même équipe, voilà. Donc quand tu es de nuit cette semaine, pendant que tu fais le travail de nuit, s'il y a des avantages afférents, tu gagnes. On ajoute ces avantages à ton salaire. C'est pour ça qu'on veillera à ce que ce ne soit pas les mêmes personnes, par exemple, qui sont programmées de nuit. Ça avantagera certains, ça n'avantagera pas d'autres. Et puis certains même ne veulent pas être
programmés pour les travails de nuit, compte tenu de leur situation familiale, ils discutent dans les rédactions pour voir comment ça peut se faire. Donc, je veux rassurer le directeur en lui disant qu'il y a des règles sur cette partie de la convention. Nous entendrons et les gens comprendront ce qu'on appelle travail de nuit. Mais si votre journal paraît, ce n'est pas tous les jours. Si vous êtes quotidien, par exemple, et que après la rédaction, ceux qui viennent travailler, peut-être parce que le bouclage, ce n'est pas le montage. Le bouclage, c'est que les articles sont prêts. Tous les articles, vous savez le nombre d'articles, vous connaissez le nombre de signes qu'il faut et vous savez comment tout ça là va se présenter. Celui qui viendra faire la suite, c'est aussi son travail. Et c'est seulement avec cette personne peut-être que l'organe discute la question de nuit. Maintenant, si vous voulez que tout le monde reste jusqu'au petit matin avant de rentrer, vous devez vous apprêter à vivre les conséquences. Non, donc c'est une question d'organisation. Je ne parle pas de ça, je vais juste relever. Ça vous avez parlé des radios et c'est tout à fait normal. Parce que, est-ce que ça aussi, ça doit nous aider à nous poser la question, parce que nous avons beaucoup d'organes radio qui veulent faire 24 sur 24. Je me demande des fois pourquoi on veut faire 24 sur 24. C'est l'audimat. N'est-ce pas? La nuit, moi j'ai travaillé ces 20 dernières années à la radio. À partir d'une heure de la nuit, on décide par exemple, on passe que de la musique. La radio est programmée, le technicien peut rentrer. C'est pas évident. Je dis, non, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait que moi je dis. Finalement, il y a un technicien qui est programmé. C'est pas lui le même. Dans la semaine, chaque technicien peut faire aussi une nuit pour permettre d'organiser. Il y a certains qui veulent même rester là-bas toute la nuit. Ils vont négocier parce qu'ils veulent rester, passer la nuit à la radio. Ça les intéresse, ils aiment ça. Ça aussi, c'est une discussion. Mais ça ne peut plus continuer simplement comme ça. Parce que le patron même doit avoir peur. Si tu dis, je veux rester la nuit et demain tu commences par poser les conditions, tu vas dire, c'est toi-même qui a dit non, on va dire non, mais il a travaillé la nuit quand même. Donc, c'est celui qui fait le pointage des horaires désormais doit exister dans nos organes. Et il est venu, il a travaillé, il est reparti quand? Il a fait combien d'heures de travail? Est-ce qu'à la fin de la semaine, est-ce que c'est lui qui a volontairement bouclé ou surpassé, ou c'est l'organe qui lui a demandé de rester plus longtemps? Ben si, je crois qu'on va y arriver, à un moment donné, Isidore va dire, il est l'heure, rentrez, parce que il est l'heure, vous devez rendre votre article dans 2 heures, parce que dans 2 heures, la rédaction ferme. Ça, c'est ce que je dis aussi des obligations. Chacun doit être à même de rendre ce qu'on attend de lui à temps et respecter ce qu'on attend de lui. Voilà. Parlant des grandes lignes, je continue toujours dans les conditions de travail. Il y a les congés payés. Congé de maternité, congé de paternité, congé de patati patata, qu'il faut payer, qu'il faut désormais payer. Non, ça fait rire, mais c'est quand les congés payés, ça ne veut pas dire que vous allez payer de l'argent supplémentaire. Ça veut dire seulement que ce mois, la personne se repose et on travaillera 12 mois. Non, je parle de paternité. Congé de paternité, c'est un jour, 2. Qu'est-ce que ça fait? Un jour, 2. C'est 2 semaines, une semaine. Hein? Non. Congé de paternité. De maternité. Le congé de paternité, de deuil. C'est quelques jours. Non, de deuil. Le deuil, c'est un jour. C'est pour ça. Non, c'est 3 jours. Vous voyez, c'est les calculs que nous devons vérifier. Bref. Sinon on va du travail. Évoluons. On va les verser dans la sensibilisation. On va éplucher les grandes lignes. Et revenons maintenant à la protection civile et sociale plutôt, la protection sociale. Bon, il faut déclarer le personnel. C'est ça même. Aujourd'hui, je peux vous garantir que tous les organes de presse ont fait la mutation en entreprise de presse. Mais le hic, c'est la déclaration du personnel. Et là se situe le gros du problème au niveau de la presse écrite. Le problème de nomadisme. Mais quelqu'un que vous déclarez en tant que votre journaliste et qui à la maison, avec son PC, travaille et a une autre signature de nom pour un autre organe. Mais comment allons-nous régler ces histoires-là? Donc la sensibilisation doit continuer
surtout dans ce sens aussi. Monsieur le directeur. Oui, non. Monsieur le directeur. Je continue. Vous savez que... non, je vais l'aider un peu. Vous savez que le nouveau code permet, le code du travail, oui. la dernière mouture permet maintenant que vous nous engagez des gens qui travaillent à distance. Oui, vous voyez, comme les contrats à distance sont maintenant permis. Oui, c'est CDD. Non, je ne parle même pas de CDD. On peut être en CDI et ne pas jamais venir à la rédaction. C'est-à-dire que je peux, parce que ce que vous attendez de moi, l'essentiel, c'est que je rentre. C'est ça que nous devons comprendre. Même le journaliste, celui qui est employé, il est au bureau chez vous. Quand il s'assoit, il fait son travail. Vous ne direz pas que de 6h jusqu'à 14h, si c'est ça les 8h, que ses yeux ne regardent pas autre chose, ne font pas autre chose. Non. Mais c'est ça la particularité de notre domaine. Notre domaine, c'est ce que je dis. C'est ça que c'est pourquoi ce débat-là, nous allons continuer jusqu'à nous comprendre dessus. Ah oui. Un journaliste, vous l'employez seulement pour 8 heures. Il a tout, il a 14 heures, ou combien 24 heures, il reste 16 heures. Il a 16 heures pour lui. 16 heures pour lui. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Non, il a 16 heures pour lui d'abord. Ce n'est pas automatique que vous ayez besoin de lui et qu'il soit à votre disposition. C'est comme tout travailleur. Mais nous sommes tous dans la passion, comme il l'a expliqué. Moi, je ne peux pas être à la maison. Je donne l'exemple, par exemple, de l'incendie du Grand Marché. J'étais là en train de regarder le journal quand c'est arrivé, mais j'ai passé la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Donc, c'est travail de nuit. Non. Je voudrais seulement dire que mon directeur ne m'a pas appelé. Personne ne me l'a demandé. Mais je gérais une rédaction. Je suis sorti pour aller vivre et prendre des éléments le matin pour venir faire ce travail-là. Le journaliste a ses spécificités. Et ça, c'est ce que, si ce n'est pas considéré comme un travail de nuit, il doit avoir une prime pour ça. C'est tout ce que nous devons discuter. Voilà. Donc, n'attendez pas à ce que, pendant que je travaille pour vous, mes heures qui restent, ce que je veux faire avec, je vienne rendre compte. Tout ce qui est et que je valide, c'est que je ne veux pas mettre mon organe en concurrence avec ce que je fais, ailleurs. Ce n'est pas évident. C'est évident pour les radios et les télés. Mais pour la presse écrite, ce n'est pas évident de pouvoir déceler les noms ou bien des papiers que votre journaliste... Je donne un exemple. Oui. Nous trois, nous constituons votre rédaction. On doit paraître demain. Oui. On doit faire 4 articles chacun. Les articles sont rendus. Oui. Et vous ne retrouvez pas les mêmes articles quelque part. Ah bon? Mais que... Non, je donne un exemple. Je dis que vous ne retrouvez pas les mêmes articles quelque part. Parce que si c'est les mêmes articles, ça pose problème. Je suis d'accord. Mais que peut-être j'utilise un autre nom de nom pour fournir un autre nom de plume, pardon, pour fournir 3 autres articles à un autre organe, ça ne doit pas poser problème. Si. Non, parce que j'ai rempli ma tâche, mes engagements vis-à-vis du journal. Mais si je suis moins productif, et vous vous rendez compte que je suis moins productif parce que je joue à d'autres jeux ailleurs, et ça pose un problème. Tout est fonction du contrat. Parce que je ne me mets pas en concurrence avec votre organe. Vous voyez un peu. Alphonse, moi j'ai connu des exemples comme ça. Quelqu'un que moi j'ai recruté beaucoup, que j'ai recruté à la tâche, et qu'on paye régulièrement à 5 000 francs et le papier, mais il suffit de changer le titre, les adjectifs et les adverbes. Quand vous lisez, c'est le même test. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est le même test. C'est pour ça que on change le nom. Je pense que vous avez raison. Et on change le nom de plume. Ce n'est pas la même chose. Je ne parle pas de la vérifier. On ne parle pas de la même chose. Ça, vous pouvez porter même plainte pour ça. Mais comment tu peux justifier? Mais c'est tout à fait normal. C'est du plagiat. Le plagiat, c'est quoi? Tu peux justifier? On peut pas dire que justifier. Il ne s'appelle pas condor quelque chose. Oui, mais vous pouvez porter plainte, par exemple, contre un journal X qui a repris votre article en changeant l'MP, tel mot. Ça, que ce soit à l'OTM ou au niveau même des juridictions, on peut en parler. Mais ce que je disais là, c'est différent. Les grandes lignes, voilà à peu près, mais n'oublions pas, il faut aussi relever qu'il y a une commission paritaire d'interprétation et de conciliation au cas où il y a un conflit et d'interprétation des tests entre l'employeur et l'employé. Et on a même voulu, au titre 6, mettre des dispositions finales en disant, bon, ça on nous l'a dit qu'on ne peut pas le mettre, je ne sais pour quelle raison, que
au lieu de mettre, comment vous l'appelez, le moratoire, qu'on dise que bon, la convention prend effet à partir du moment où on a telle mis telle condition en application. Bon, ouais, on a dit que ce n'est pas possible, je ne sais pour quelle raison. Alors que, bon, dans beaucoup de tests, quand on parle de dispositions diverses et finales, on peut inclure ces choses-là. Donc, voilà à peu près ce que moi je peux dire. Oui. Vous avez dit beaucoup de tests, mais vous n'avez pas dit dans beaucoup de conventions. Parce qu'il y a d'autres tests. Ce ne sont pas des tests politiques. Nous, on parle de conventions collectives. Nous sommes en train de boucler le temps qui nous a été donné. Non, je comprends, monsieur, convention collective. Oui. Et la prochaine étape, quelle est la prochaine étape maintenant? Isidore l'a dit, la prochaine étape, c'est la sensibilisation. Je pense que le document a fait le tour. Le ministre Bawara l'a signé, c'est passé au greffe. Je crois que ça doit nous revenir incessamment. Et avec l'aide de l'OIT, la direction du travail qui nous aide avec ça, on va pouvoir multiplier ces documents. Les organisations comme le PPT, d'autres qui ont souvent des partenaires, parce que le SYNGIT n'en a jamais eu, le PPT, le CONAP et les autres, nous les invitons à mobiliser leurs partenaires pour qu'on puisse multiplier ces documents et que chaque journaliste puisse en avoir, tout comme le code du travail, le code de la presse qui sera mis en application, pour que les deux documents puissent être distribués dès le début de l'année à tous les journalistes et que on s'attend, parce que tout doit partir de la lecture. Exactement. Et il ne s'agit pas simplement des ateliers, parce que les ateliers, oui, mais que chaque journaliste puisse lire et maintenant s'approprier le document, et ensuite on va voir les zones d'ombre à travers des différentes activités, des conférences débats ou des émissions, pourquoi pas, mais on sera très peu dans les médias, mais on passera plus dans les rédactions pour, si les patrons nous permettent, discuter, expliquer et leur montrer un peu comment ils peuvent représenter, ils peuvent s'organiser dans le respect de leurs patrons, mais discuter terre à terre des grands sujets qui les intéressent et que la collaboration puisse se passer bien. Moi, je rêve d'une presse togolaise avec, ou nous, au niveau du syndicat à la tête, une presse togolaise rayonnante dans très peu de temps et respectée par les autorités, respectée par les politiques, et que personne ne soit plus en mesure de tendre 5 000 à un journaliste pour dire que je l'ai invité à faire une activité et je lui paie 5 000. Non. Et quand on arrivera à ce stade, vous verrez que le journaliste développera chacun une expertise recherchée, ce qui fait qu'il sera appelé de conférence en conférence. C'est là même qu'on gagne. Parce que Isidore a dit 36 000 à quoi, 200 et quelques mille. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça. Quand vous êtes bien payé, c'est peut-être 250 000, ça. Et peut-être nous rêvons que le SMIC change vite pour que ça répercute sur... Et les patrons vont dire, nous rêvons que ça ne change pas. Non, pas parce que, non, même s'ils ne le disent pas, parce que quand ça va changer, par la règle de 3, la grille va modifier, va changer, va augmenter, et tout ça là. Tout le monde ne veut que le bien. Moi, je veux que dans les rédactions, on définisse même plus de primes pour arranger les situations. Dès que les moyens viendront, que les patrons comprennent que nous prions qu'ils gagnent plus d'argent et qu'ils s'organisent à ce que l'argent vienne à eux, plutôt que de passer la nuit à penser à comment chercher l'argent. Et ça peut arriver. Moi, j'ai confiance en eux. Ils ont l'esprit entrepreneurial, ils se sont battus toute leur vie, pour beaucoup de patrons que je connais, et ils s'attachent toujours à ce métier, ils sont fatigués, mais ils veulent continuer, ils veulent également vivre. Et je suis d'accord qu'ils doivent vivre, il faut qu'ils vivent et qu'ils s'occupent de leurs enfants. Mais qu'ils n'oublient pas aussi que nous, employés aussi, nous avons commencé de passion à parents, et nous voulons aussi vivre et que nos enfants, nos épouses et époux aussi puissent vivre. Donc voilà un peu la contrainte qui fait que nous ne pouvons plus attendre trop et que nous sommes obligés de les pousser. Mais en les poussant, nous verrons ce qu'ils ne tombent pas. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Isidore, un mot conclusif pour ce... Non, moi je me dis que la convention collective, oui, c'est bon, ce n'est pas la panacée. C'est maintenant que le gros du problème commence, par la sensibilisation. Et je me dis que ça peut être aussi un frein à l'évolution des journalistes. J'ai été correspondant d'IRIN, je sais ce que je gagne par papier, mais si je reste, j'ai un contrat
à durée indéterminée avec un organe qui dit que bon, je ne peux travailler que pour lui. Et si j'ai des opportunités ailleurs, qu'est-ce que je vais faire? Quand il m'a déjà déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, comment nous régler ces trucs-là? Je dis que le marché est ouvert. Le marché même est vierge au Togo. Il y a plein d'opportunités pour les journalistes. Je m'en donne pour preuve ce qu'il fait. Il n'a pas besoin d'être journaliste quelque part, mais il vit de ce qu'il fait à l'extérieur. Le nom papier, quand vous faites un papier à l'extérieur, le nombre se signe, vous savez ce que ça donne. Vous êtes correspondant, mais si vous avez cette opportunité, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perdre cette opportunité? Autre chose, n'oublions pas que nous sommes dans le privé et que c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Vos vieux jours sont comptés à 40% de votre salaire. Alors qu'on a arrimé votre salaire sur la fonction publique. Sous d'autres cieux, quand vous êtes dans le privé, vous gagnez doublement que ceux qui sont dans la fonction publique. Parce que ceux-là, à leur retraite, ils sont à 80% de leur salaire. Bon, je vais vous surprendre. La fois dernière, j'ai eu à échanger avec un directeur d'une grande société de la place qui, après fusion, est embrigadé parce qu'il voit que les têtes pensantes, les compétences quittent l'entreprise parce qu'il y a une convention collective. Il ne peut pas aller au-delà du salaire qui est prévu par la convention collective. Au même moment, il y a une frustration parce que il a signé des contrats à durée indéterminée avec des gens qui gagnent 3 fois plus que ceux qui étaient déjà dans la boîte. Et on fait cette boîte une réussite. Ils ne se sont pas compris parce que la convention collective n'empêche pas que... Vous savez, quand on signe une convention collective, les avantages existants ne changent pas. Non, les avantages existants n'existent pas, ne changent pas. Voilà. Ils avaient un salaire de base. Maintenant, quand les compétences quittaient et ils ont acquis cette compétence, et ils assument cette tâche, ils ne peuvent plus aller au-delà du salaire prévu par la convention collective. Le salaire de base est maintenu. On n'a pas réduit les avantages acquis. Donc voilà, autant de réflexions que nous allons mener, que je jette dans le débat pour qu'on puisse y réfléchir. Moi, je souhaiterais que on puisse avoir un environnement économique prospère, de sorte que les journalistes puissent gagner 500 000 francs le minimum, au minimum. Si moi je suis correspondant, avant quand j'étais correspondant d'IRIN, ce que je fais, les papiers que je fais par mois, je suis au-delà de 500 000. Voilà autant de réflexions que nous devons mener pour que nous ne tombions pas dans des méandres. Merci beaucoup messieurs. En tout cas, aujourd'hui, la presse privée togolaise peut se targuer d'avoir un document qui régit désormais les relations entre patrons et journalistes employés. En tout cas, le reste maintenant, c'est la sensibilisation, c'est l'appropriation de ce document par chaque journaliste employé et chaque patron pour que la relation travail entre patrons et employés soit une bonne relation et que nous puissions travailler, les journalistes puissent travailler dans un environnement sain et propre, désormais au Togo. Merci messieurs. Je rappelle que nous étions avec Alphonse Logo. Il est le porte-parole des syndicats lors des négociations pour la signature de cette convention collective. Alphonse, merci d'être passé sur le plateau. Je reviendrai si vous m'appelez. En tout cas, tu reviendras forcément. Avec Isidore Akolo, il est le directeur de publication du journal Actu Express, également président du PPT, patronat de la presse togolaise. Isidore, merci d'être passé. Oui, merci. C'est un sacrifice. J'avoue que je n'aime pas faire la télé, pour des raisons personnelles. Exactement. Parce que sur des sujets pointus, vous devez faire des immersions. Donc, c'est pourquoi la discrétion est de mise. Toi, on te connaît déjà partout. Donc, vivement, saluer les autres organisations, responsables d'organisations de presse, le CONAP, l'URATEL, la TOPEL et l'OPEL. Et vivement que je le dis que ce n'est pas la panacée, mais c'est un début. Allons-y et créons l'environnement propice pour qu'on puisse avoir une presse privée togolaise
indépendante et digne de ce nom au Togo. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis au cours de cette émission. Merci au technicien en chef Marc Azangba qui nous a aidé à préparer cette émission. Merci à l'assistance réalisatrice Alice Lawson. Merci à vous tous et à la prochaine. Bonsoir.